Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par OETH en partenariat donc avec Insufflo. Nous allons être ensemble pour une durée d'1 heure sur le sujet donc de la compensation des troubles auditifs, décryptage et solutions. Donc sachez que c'est un webinaire qui sera également disponible en replay, qu'une FAQ sera également proposée avec toutes les questions et les réponses donc associées. L'objectif de ce webinaire, ça va être de vous parler des questions donc, de troubles auditifs et des solutions qu'on peut apporter donc, pour le secteur. Donc, sachez que vous avez un vélo typiste qui est disponible. On va vous donner le lien et le QR code donc, pour pouvoir, voilà. Donc, vous avez la possibilité de suivre en sous-titrage direct réalisé par l'interprète écrit. Vous avez un lien qui va vous être donné là très prochainement si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, vous pouvez scanner le QR code pour pouvoir le suivre directement. Si vous souhaitez poser des questions pendant ce webinaire, vous pouvez utiliser donc l'espace Q et R. C'est à travers cet espace qu'on va pouvoir répondre à vos questions, donc soit en direct par écrit, ou on en réservera certaines à l'oral en fonction du temps qui nous est dédié. Et puis dans tous les cas, on répondra à toutes les questions donc par l'intermédiaire d'une FAQ. Si vous souhaitez simplement réagir, là, vous pouvez utiliser donc le chat. Voilà. Juste pour vous donner un peu plus d'informations concernant le programme de ce webinaire et vous indiquer les raisons qui nous ont amenés aujourd'hui donc à vous proposer donc ce webinaire. Donc, je vais prochainement introduire donc Samuel Solène donc d'Insufflo. C'est un partenariat qui a 2 ans maintenant avec Solène et Samuel qui ont été lauréats du programme 21, donc au ETH, le programme handicap, santé et emploi. On a pu expérimenter les accompagnements des personnes et de leurs collectifs dans le secteur, donc les personnes qui ont des problématiques auditives et de chercher l'accessibilité au maximum, on va dire, et des réponses aux spécificités donc, de notre secteur. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment beaucoup de spécificités liées aux situations de travail, liées aux différents publics qui sont accompagnés, etc. Et donc, on a voulu continuer l'aventure. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit aujourd'hui ce programme, puisqu'on a décidé de vous proposer en fait un atelier de sensibilisation et en même temps de vous parler d'un programme spécifique au ETH Insufflo qui, je vous en dis pas plus maintenant, mais qui va permettre de faire bénéficier d'accompagnement pendant une durée d'1 an, donc de personnes qui seraient concernées par un trouble auditif et leur collectif. Et donc, première phase de ce webinaire, c'est de vous présenter, donc de faire une petite sensibilisation, pas une petite, une belle sensibilisation sur le sujet. Et puis ensuite, nous vous donnerons toutes les informations concernant ce programme. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace QR et si vous voulez commenter, là c'est plutôt l'espace chat. Et je laisse la parole donc à Samuel et à Solène d'Insufflo qui vont se présenter et proposer ce premier temps de sensibilisation en lien avec le webinaire du jour. Je vous laisse la parole. Merci Marie et bonjour à tout le monde. Alors un grand merci à l'association ETH de nous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Nous sommes Solène Nicolas et Samuel Pouling, tous les deux consultants surdité expérimentés au sein de la société Insufflo. Et Insufflo intervient auprès d'organisations employeuses de toute la France pour la prise en compte des surdités et la prévention auditive. Alors, je suis moi-même concernée par une surdité profonde des deux oreilles. S'il y a une problématique d'accessibilité pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous la remonter. Ou si vous n'avez pas accès aux sous-titres, vous pouvez également le signaler dans le chat. Je passe la parole à Samuel pour la présentation du...
Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, je ne vais pas m'attarder trop puisque Marie a présenté les objectifs, hein. En gros, ce qu'on va vous présenter là durant cet atelier, c'est de faire le point sur ce qui peut faire obstacle à la communication quand il y a une surdité au travail. Et puis, bah, surtout, c'est quand il y a une surdité au travail, avoir un aperçu des modes de communication et des outils et des attitudes qui permettront de lever les obstacles et de découvrir les démarches qu'il faut effectuer pour mettre en place un accompagnement dans le cadre du programme proposé par OETH. Voilà, je te redonne la parole, Solène, pour le quiz. Alors, on va démarrer un petit quiz avec quelques questions. Alors, la première, vous allez la voir apparaître normalement sur votre écran et nous vous invitons à indiquer la réponse à cette question. En France, quelle proportion de la population adulte est concernée par des troubles de l'audition? Une sur 50, une sur 10, une sur 4 ou une sur 2? Alors, nous vous laissons quelques instants pour que tout le monde puisse indiquer ses réponses. Voilà, j'ai l'impression que ça s'est stabilisé. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous partage les résultats. Et effectivement, il y avait du 1 sur 10, du 1 sur 4, et la réponse, les chiffres les plus récents dont nous disposons, disent que c'est un Français sur 4 de 18 à 75 ans qui est concerné par une forme de trouble de l'audition. Je passe le relais à Samuel pour la question suivante. Alors, selon vous, euh, dans quelle langue la majorité des personnes concernées par une surdité s'expriment-elles? Est-ce que vous pensez que c'est en français ou en langue des signes française? Voilà, je vous laisse répondre. Et Solène, dès que on voit les résultats, on les affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Eh bien, dans la majorité des cas, vous avez répondu en français et vous avez raison, car il y a environ 1% des personnes qui sont concernées par une surdité qui communiquent en langue des signes française. Le reste ne communique pas en langue des signes et communique en français. Et puis, bah, il faut savoir que, en fait, les besoins peuvent être très, très différents d'une personne malentendante ou sourde à une autre personne. Solène, je te laisse prendre la suite. Alors, troisième question de sondage. C'est quand on perd de l'audition en cours de vie, les appareils auditifs permettent de retrouver une audition normale. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, il y a encore quelques réponses qui arrivent. Alors voilà, vous avez majoritairement répondu que c'était faux. Et en effet, c'est une bonne réponse. Les appareils auditifs sont des dispositifs très utiles, mais ils vont permettre d'exploiter les restes d'audition, mais pas restituer l'audition perdue, ce qui fait que dans un certain nombre de situations, la parole reste difficile à comprendre, même en portant des appareils auditifs. Alors, question suivante. Selon vous, une personne qui n'entend pas peut suivre l'intégralité des échanges grâce à la lecture labiale, la lecture sur les lèvres. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux?
Alors, quelques instants pour répondre. Solène, est-ce qu'on peut afficher les résultats? Voilà. Ah, la majorité d'entre vous pense que c'est faux. Et vous avez bien raison, hein. Donc la lecture labiale, en fait, ça n'apporte qu'une information partielle, hein. Ça permet pas, ça permet de comprendre pour des gens qui sont très très forts en lecture labiale que 30%, jusqu'à 30% des mots, hein, parce que tout simplement, bah, il y a certains sons qui sont identiques sur les lèvres, qui sont identiques en fait visuellement et qui ne se prononcent pas au niveau de la bouche. Et 30%, bah, c'est largement insuffisant pour accéder aux propos de manière fiable, hein. Et donc le risque, bah, c'est de manquer des informations importantes, de ne pas comprendre ou de comprendre autre chose que ce qui est dit. Donc pourtant, la lecture labiale, c'est quand même un appui indispensable à la communication pour les personnes malentendantes et sourdes. Et donc le conseil, c'est que face à une personne malentendante, il est très important de parler en face. Alors, on va enchaîner sur une petite mise en situation. Nous allons vous faire passer un enregistrement sonore qui simule l'écoute d'une conversation pour une personne qui a une perte d'audition. Donc, vous allez vous retrouver dans une salle de restaurant face à un interlocuteur. Nous vous invitons à tenter de comprendre ce qui se dit dans cette conversation et de l'indiquer en direct dans le chat. Alors, c'est parti. Laisse-moi te décrire la recette de la tarte aux pommes de ma grand-mère. Ça me rappelle mon enfance dans cette cuisine. L'odeur des pommes, la salade du four, le temps qui passe tranquillement. Premièrement, je verse la farine dans un bol à salade. Voilà, donc je ne vois pas de mots dans le chat. Peut-être que vous n'avez voilà, pas entendu la conversation, rien compris. Ok, rien du tout. Alors on va passer à, donc pas d'inquiétude, et on va passer à un deuxième enregistrement. Cette fois, c'est la même chose, mais dans un environnement silencieux. Laisse-moi te décrire la recette de la tarte aux pommes de ma grand-mère. Ça me rappelle mon enfance dans sa cuisine. L'odeur des pommes, la chaleur du four, le temps qui passe tranquillement. Premièrement, tu verses la farine dans un bol à salade, tu coupes le beurre en petits morceaux que tu as ressortis à l'avance du four. Alors là, vous avez au moins quelques éléments. Recette de tarte aux pommes, ça me rappelle mon enfance, accent québécois, quelques mots, beurre et pommes, recette qui rappelle l'enfance. Bon, eh bien, vous avez reconstitué une partie du puzzle, bravo. Donc là, on va réécouter un troisième enregistrement et cette fois-ci, on remet du bruit, mais il n'y a pas de perte auditive. Laisse-moi te décrire la recette de la tarte aux pommes de ma grand-mère. Ça me rappelle mon enfance dans sa cuisine. L'odeur des pommes, la chaleur du four, le temps qui passe tranquillement. Premièrement, tu verses la farine dans un bol à salade, tu coupes le beurre en petits morceaux que tu as. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe quand on a ces enregistrements? Eh bien, on voit que euh, quand on peut entendre, mais pour autant sans comprendre. Donc, quand c'est le cas, comment est-ce qu'on fait pour quand même réussir à comprendre la parole? Eh bien, on va s'appuyer sur ces restes auditifs si on en a. Également, on va s'appuyer sur des indices visuels, la lecture labiale dont parlait Samuel tout à l'heure. Est-ce qu'on aura ni vu ni entendu? Eh bien, c'est un phénomène qu'on appelle la suppléance mentale et qui va consister à déduire ces informations. Le cerveau comble automatiquement les vides par l'hypothèse qui est la plus probable. Et Samuel va nous expliquer comment est-ce que cela fonctionne au niveau des...
Oui, voilà. Donc, pourquoi est-ce on entend comme ça quand on est malentendant avec une surdité sévère? Eh ben, en fait, dans l'oreille, il y a plusieurs parties. Tu pourras montrer, Solène, les parties au fur et à mesure. Donc, en fait, le son, c'est une vibration de l'air, hein, qui entre dans l'oreille et qui va poursuivre, qui va se poursuivre dans le conduit auditif et qui va aller buter contre le tympan et ça va faire vibrer le tympan. Et derrière le tympan, ça va faire vibrer les osselets, les trois petits os que Solène est en train de vous montrer. Et tout ça, ça va faire vibrer l'oreille interne, la cochlée, qui est en forme de colimaçon. Et en fait, dans la cochlée, on a un patrimoine de départ qui est composé d'environ 15 000 petits cils, des cellules ciliées que l'on voit sur la photo et qui sont comme 15 000 touches d'un immense clavier de piano. Et en fait, chaque cil, c'est comme une touche de piano, ça correspond à un son très précis. Or, on perd des cellules ciliées, des cils tout au long de sa vie, et en fait, quand un cil meurt, il ne repousse pas. Et il se trouve que du coup, le cerveau ne perçoit plus le son en provenance de ce cil, de cette touche de piano. C'est irréversible. Donc en fait, ce qui génère des surdités, eh ben, ça peut être différentes causes. Ça peut être des problèmes au niveau du tympan ou des osselets, c'est-à-dire de l'oreille moyenne. C'est un peu comme si vous vous bouchiez les oreilles. Et ça s'appelle une surdité de transmission qui peut éventuellement se soigner. Ou alors, dans la plupart des cas, les gens que vous allez côtoyer, ils ont des pertes de cellules ciliées ben, qui empêchent le cerveau de percevoir les sons nécessaires pour comprendre la parole. Voilà, c'est une surdité de perception et c'est irréversible. Et dans les causes, on a la presbyacousie, c'est-à-dire la surdité liée à l'âge, environ à 55 ans en moyenne, des surdités génétiques, des médicaments qui peuvent générer des pertes de cellules, des accidents, des traumas sonores, etc. Voilà. Et face à une personne malentendante, eh ben, il est inutile de crier, puisque tout à l'heure, quand vous avez entendu, quand vous étiez dans les oreilles de la personne sourde, on aurait pu mettre l'enregistrement toujours plus fort, ça n'aurait pas permis de mieux comprendre. Voilà. Donc je repasse la parole à Solène, qui va nous parler de la suite. Alors, pour diagnostiquer une surdité, c'est l'ORL qui est le professionnel habilité à réaliser un diagnostic médical. Donc, pour cela, il va mesurer les sons que l'oreille peut percevoir, oreille par oreille, selon leur intensité et également fréquence par fréquence. Donc cela permet ensuite de classer la surdité en différents niveaux, donc d'une surdité légère jusqu'à une surdité totale. Et donc, ce qui est important, c'est que ce sont des chiffres, mais que c'est une simple indication, puisque deux personnes ayant une surdité légère peuvent vivre des situations et des difficultés qui sont très différentes d'une personne à l'autre. Samuel va nous expliquer les compensations possibles. Voilà, et donc on va commencer par les aides auditives, donc tout le monde connaît, et bien entendu, il se trouve que pourquoi est-ce que les aides auditives, ça ne permet que d'exploiter les restes d'audition, puisque ça ne fait pas repousser les cellules ciliées qui ont disparu. Hein. Et donc du coup, ça permet d'entendre uniquement par d'exploiter ce qui reste comme cils. Et donc les aides auditives, comment ça marche? Eh ben, ça capte les sons environnants grâce à des microphones. Solène, tu peux les montrer, voilà. Des microphones. Sur toutes les aides auditives, il y a des microphones. Et donc, bah, ça traite les sons grâce à un processeur et ça transmet les sons dans l'oreille grâce à un écouteur. Et puis, bah, pour que ça fonctionne, mais il faut des piles. Ou alors, de plus en plus, des aides auditives sont sur batterie qu'il faut recharger dans une petite boîte le soir. Et donc, il n'y a pas que, et donc, il y a que 37% des adultes qui sont concernés par une perte auditive qui sont équipés d'aides auditives, selon une étude de l'INSERM de 2022. Donc, c'est encore un taux d'appareillage qui est très, très faible chez les personnes qui auraient besoin d'être appareillées.
Et pour ceux qui ne peuvent plus bénéficier des aides auditives, Solène, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, quand la surdité est trop importante pour que des appareils auditifs soient efficaces, il est parfois possible d'avoir recours à des implants cochléaires. Donc, c'est mon cas, j'ai une surdité profonde et deux implants cochléaires. Donc, c'est une solution qui est réservée aux surdités sévères ou profondes parce qu'elle nécessite une chirurgie qui consiste à insérer comme vous le voyez sur ce schéma, une série d'électrodes dans la cochlée. Et ça a pour effet de très souvent détruire l'audition résiduelle. L'implant, il est composé d'une partie interne, donc qui est implantée par chirurgie, mais aussi d'une partie externe qu'on voit ici en bas à gauche ou sur la photo au-dessus de mon oreille. Elle peut avoir différentes formes et comme des appareils auditifs, eh bien, cette partie externe, elle va capter des sons avec des microphones et les transmettre d'une manière, par contre, un petit peu différente. Donc, avec un implant cochléaire, il est nécessaire d'avoir une rééducation réalisée par un orthophoniste pour apprendre à interpréter ces sons un petit peu différents. Et comme avec l'appareil auditif, avec un implant, les environnements bruyants restent difficiles à gérer. Donc, je passe le relais à Samuel pour nous présenter les... Ah ben non, c'est à moi. Donc, les situations qui génèrent des difficultés dans l'environnement professionnel. Eh bien, on va vous proposer d'écrire dans le chat lesquelles elles sont à votre avis. À votre avis, dans quelle situation professionnelle de la vie quotidienne les surdités peuvent causer des difficultés, présenter des obstacles. Voilà, on vous laisse transmettre vos propositions. Et Et donc, donc, la les surdité surdités, génère des difficultés malgré les aides auditives et malgré les implants. Donc, pour personnes implantées, on continue à être en difficulté dans ce que vous êtes en train de noter. donc on a réunion, open space, compréhension des consignes, discussion de groupe, formation, téléphone, entretien, visite, entendre des alarmes. Et en situation de la vie perso, on a festival, on a repas de famille, cinéma. Voilà, vous avez repéré pas mal de situations. Alors, ces situations, elles ont des traits qui sont communs. Ce sont des situations où il y a besoin d'échanger oralement et les difficultés augmentent en fonction du nombre de personnes en présence, du nombre d'interlocuteurs et en fonction des bruits environnants ou éventuellement de la réverbération. Et l'autre obstacle majeur que vous avez également cité, c'est de pouvoir accéder aux alertes sonores. Alors, je passe la parole cette fois à Samuel pour les conséquences que cela crée dans la vie professionnelle. Ben oui, du coup, d'être en difficulté sur toutes ces situations orales et voire de sécurité, ben, ça a des conséquences sur la communication tout au long de la journée, hein. Et notamment, ben, la personne qui est confrontée à ces difficultés, elle rate des informations tout au long de la journée, comme si elle avait affaire à un texte à trous. Et en fait, tout ça, ça génère de la frustration, hein, la frustration d'avoir des difficultés à comprendre, mais aussi du stress, le stress d'être en difficulté pour comprendre. Et tous ces efforts qui ont lieu tout au long de la journée, eh ben, ça génère une fatigue importante, hein, et qui crée des risques de renoncement, des risques d'épuisement pour la personne qui est concernée. Je te, je te redonne la parole, Solène.
Alors, quand on a une surdité légère ou moyenne, ce qui est le cas le plus courant, la particularité, c'est qu'on fait face à des obstacles et à des difficultés qui sont complètement invisibles. À cela s'ajoute que ces difficultés, la personne concernée peut avoir tendance à les minimiser, à s'y adapter, et c'est des facteurs qui créent un risque important de grande fatigue allant jusqu'au burn-out. Donc tout ça, ça peut être évité grâce à des aménagements, mais ces aménagements sont globalement très peu connus des personnes concernées et ça a pour effet qu'ils sont assez rarement sollicités. Alors à quoi ça tient, Samuel, cette minimisation? Alors, du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que dit Magali, hein. C'est effectivement toute la conséquence, c'est l'isolement, hein. C'est ce qu'on voit dans ce petit texte. Le petit texte qui est devant vous, c'est un petit texte, un extrait du livre Surdité et santé mentale. Et même appareillée, la surdité offre encore la possibilité d'être masquée, camouflée, minimisée, et ça encourage des conduites d'évitement qui montrent tôt ou tard leurs limites en se révélant source de malentendus préjudiciables à la personne elle-même, hein. Et donc, ça crée de l'isolement. En fait, ce petit texte qui dit quelque chose de très fort, hein, même quand on entend mieux, grâce aux appareils auditifs, on peut continuer à cacher sa surdité. Et ce camouflage est souvent fait pour rester un peu, entre guillemets, comme les autres, et ben, ça finit par isoler encore plus. Et ça montre bien pourquoi il est vraiment essentiel d'en parler, de lever les tabous et puis ben, surtout d'ouvrir des espaces d'expression au travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la communication accessible? Je redonne la parole à Solène. Alors, effectivement, c'est très peu connu, mais des aménagements existent pour les situations qui génèrent des difficultés, des obstacles, de sorte de les rendre plus accessibles. Donc, ça permet d'éviter la fatigue liée à l'hyperadaptation et également d'éviter de renoncer à certaines situations. Donc, pour que cela fonctionne, il y a tout de même deux prérequis pour que l'accompagnement réalisé soit efficace. Ça nécessite l'implication de la personne sourde ou malentendante pour qu'elle puisse être en mesure de révéler ses difficultés en temps réel, d'exprimer ses besoins et d'expliquer à ses interlocuteurs le mode d'emploi qui va permettre de rendre accessible la communication. Également, ça nécessite l'implication de l'entourage professionnel qui doit prendre conscience de ces obstacles invisibles, de sorte de pouvoir s'impliquer également dans l'accès à la communication en appliquant des pratiques qui vont rendre les échanges oraux beaucoup plus accessibles. Donc, cette démarche, c'est toujours un mélange de solutions qui sont techniques et humaines et d'usage de nouvelles habitudes qui sont adoptées par le collectif de travail. Alors, quels sont les ingrédients qui vont être en jeu, Samuel? Eh bien, en fait, selon le degré de surdité de la personne, selon le mode de communication de la personne, ben, effectivement, on va pouvoir, au-delà des aides auditives, si la personne en porte, ou de la lecture labiale, on va aller bien au-delà, hein. Et donc, notamment, on va aller voir quels sont les ingrédients qui peuvent être mobilisés pour la personne qui est accompagnée, notamment en ingrédients, on va avoir l'optimisation du son, notamment avec la transmission du son de la voix de la personne dans les aides auditives, ou le sous-titrage en temps réel, ou l'interprétation en langue des signes française avec des interprètes ou des interfaces, ou le codage en langue française parlée complétée. Donc ça, ce sont
euh, soit pour la même personne, un seul ingrédient qui sera mobilisé pour toutes les stratégies ou plusieurs de ces ingrédients. Et quoi qu'il arrive, tout ça, ça s'accompagne de procédures de communication qui sont adoptées par le collectif de travail. C'est vraiment une condition essentielle pour que tout cela fonctionne. C'est le bâton de parole. Et le bâton de parole, la plupart du temps, c'est le microphone qui va jouer le rôle de bâton de parole. Alors, on va rentrer dans la description de ces ingrédients. Solène, est-ce que tu peux nous parler du son et de l'optimisation du son? Alors, tout à fait, on le disait tout à l'heure, le cauchemar pour une personne malentendante, même quand elle porte des appareils auditifs ou des implants auditifs, eh bien, c'est le bruit, c'est une pièce qui résonne, et plus il y a de locuteurs en présence, plus c'est compliqué. Donc, pour dépasser ces obstacles, on peut faire appel justement à une solution qui mélange de la technique et des usages. Et on va jouer sur la transmission du son dans les écouteurs des aides auditives. Dans le même temps, on va donc baisser l'amplification, voire couper complètement, si c'est pertinent, l'amplification du son qui est capté par les microphones des appareils auditifs. Donc en rajoutant une captation sonore près de la bouche de la personne qui parle, une à la fois, eh bien, on va pouvoir isoler une voix, capter seulement cette voix sans que les bruits environnants soient également amplifiés. Ça va rendre le son beaucoup plus facile à comprendre et c'est quelque chose qui permet un changement extrêmement significatif. Alors là, l'illustration montre une situation de réunion, mais c'est ce même principe de départ qui va pouvoir se transposer sur d'autres situations, comme des formations, comme l'usage de téléphones fixes ou mobiles, la participation à des événements, des temps informels pour déjeuner avec ses collègues et tout format de réunion, bien sûr. Alors, je vais repasser. euh, alors, peut-être avant de repasser à la suite, est-ce qu'on traite quelques questions maintenant, Marie? Oui, j'allais justement y venir. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser quelques questions parce qu'on est plutôt bien dans le timing. Alors, il y a eu une première question de Eritiana qui peut-être deux questions. Moi, j'entendrai deux questions sous-entendues. C'est comment peut-on proposer l'implant cochléaire aux salariés? Donc, moi, j'entends la question qui est comment échanger sur le sujet avec le salarié et en même temps la question de l'implant cochléaire, quand est-ce qu'il s'envisage, etc. Donc, je ne sais pas quel niveau de réponse vous pouvez apporter puisque je suppose que c'est très comment, sur mesure personnalisé, mais je vous laisse voir comment vous pouvez répondre à cette question. Alors, c'est vrai que l'implant cochléaire, c'est vraiment un choix qui est individuel, qu'on peut faire quand on est prêt et si on est prêt. Ce qu'il est possible de faire, c'est vraiment de proposer d'aller à la rencontre de personnes qui sont déjà passées par là, d'aller regarder des témoignages, de prendre contact avec différentes personnes déjà implantées pour pouvoir voilà, se faire une idée, poser ses questions. Et la paire aidance joue un rôle très intéressant. Donc, éventuellement, pour le FAQ, on pourra lister quelques sites internet ressources pour accéder à ces possibilités. Mais ça semble vraiment une bonne piste, en tout cas, d'ailleurs, que ce soit pour des étapes comme l'appareillage auditif ou l'implantation, ou des étapes comme le fait de solliciter un aménagement de son poste de travail. Le témoignage tient un rôle vraiment très, très utile pour tout ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Il n'y a pas de réaction particulière. Sachez que OETH a lancé une plateforme qui s'appelle EO Santé où on peut échanger avec des pairs. Donc malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas encore de patients partenaires
qui a une problématique auditive, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Alors, Etiana a peut-être répondu. Ah, alors, en partie. Alors, est-ce que c'est peut-être l'échange... En fait, c'est comment aborder le sujet avec les salariés ou sinon, dans quelle situation finalement propose-t-on l'implant cochléaire? C'est peut-être ça la... Je sais pas si Solène, tu peux donner un peu plus, même si on sort un peu du cadre finalement peut-être du webinaire ou qu'on est dans le contexte pro, mais vas-y. Oui, alors, dans quelle situation on le propose, un professionnel de santé le propose à une personne qui a une surdité? Eh bien, c'est quand on atteint enfin, soit enfin, les limites de l'appareil auditif sont atteintes, si la personne en portait, et donc on n'obtiendra pas de résultats satisfaisants en termes de compréhension de la parole avec des appareils auditifs parce que les fameuses cellules ciliées dont parlait tout à l'heure Samuel sont trop dégradées et que certaines fréquences ne sont plus perçues. Il y a aussi des situations où l'implant cochléaire est préconisé pour des personnes qui perçoivent donc des acouphènes invalidants. Et c'est une indication un peu plus récente de l'implant cochléaire qui peut avoir un effet également sur des acouphènes. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus à notre niveau. Voilà, et la personne après la plus compétente, ça reste l'ORL finalement pour la recommandation et l'accompagnement de ça. Et après, si on hésite dans le choix, c'est d'échanger avec les patients, avec des pairs, quoi. Voilà, tout à fait. Et l'ORL spécialisé, on va le trouver dans des centres d'implantation cochléaire. Donc en France, il y en a au moins un par région actuellement qui comporte des équipes pluridisciplinaires qui peuvent accompagner les patients concernés. Euh, Après, donc on a une question qui est bonjour, allez-vous aborder les appareils auditifs système alors Cross ou Bicross, je sais pas si on dit comme ça, dont seul l'appareil pour l'oreille malentendante est pris en charge alors que les deux appareils sont nécessaires. Alors, on pourrait, moi je pense qu'il faudrait qu'on l'aborde plutôt à la fin, bah, qu'on déroule le Ok, webinaire, ça hein, marche. et parce qu'en fait là, il y a plein de questions. C'est exprès hein, qu'on n'a pas abordé Ouais, cross-bicross parce qu'on n'a qu'une heure de webinaire, ouais. et donc en une heure, il faut faire des choix. Et il y a plein de types d'appareils hein, dont on ne parle pas, cross, bicross, et puis et donc ça peut-être qu'on pourrait en parler bah, à la fin du webinaire, Ouais, dans et le puis temps je de vois qu'il y a questions. d'autres questions qui concernent finalement la suite un petit peu à venir. Bon, on poursuit et en effet, on se réserve donc un temps à la fin du webinaire. Donc, je reprends la main puisqu'en fait, l'idée en fait, qu'on vous propose aujourd'hui, cet atelier de sensibilisation, c'était aussi d'inscrire au ETH en fait, en partenariat avec Insufflo. Parce que suite à l'expérimentation qu'il y a pu avoir avec le programme 21 et OTH, on s'est aperçu, bon, ça, on savait déjà, mais que le secteur avait des besoins spécifiques. Du fait qu'on l'a vu qu'il y a des situations de travail qui sont quand même assez nombreuses, qu'il y ait beaucoup de personnes qui interagissent dans nos activités, donc une multitude d'acteurs entre les personnes accompagnées, leurs familles, les institutions, etc. Et pour nous, c'est hyper, pour nous, pour OETH, en tout cas, ça nous tient à cœur finalement d'essayer d'avoir une réponse la plus adaptée possible au secteur. Et donc, on a décidé de continuer donc l'aventure en fait avec un Sufflo pour documenter tout ça et d'avoir une meilleure réponse en termes de prestations sur l'accompagnement des personnes avec un handicap auditif qui se retrouvent dans des situations d'accompagnement. Donc, on a créé ce programme. Il est en plusieurs étapes. Donc, il y a une première étape qui est comme aujourd'hui, en fait, celle de vous proposer une sensibilisation qui sera également proposée à des employeurs qui sont accompagnés dans des démarches santé handicap pour OTH. Et pendant un an, donc, tout employeur et donc qui a un ou plusieurs salariés qui sont concernés par un trouble auditif et qui se retrouvent dans des situations au regard de leur métier d'accompagnement, donc avec l'interface de beaucoup de publics,
Et ben, l'idée, ça va être de pouvoir bénéficier des prestations donc, avec un accès facilité par ETH et donc 100% pris en charge par ETH d'accompagnement. Et donc, ça va nous permettre de continuer, nous, à expérimenter et adapter le modèle et la réponse voulue afin de pouvoir documenter tout ça et établir des recommandations donc, pour le secteur. Donc ça, c'est le projet ETH Insuflo. L'idée, c'est qu'on arrive à mieux documenter, à mieux comprendre les besoins d'accessibilité et d'y répondre. Et donc, on a envisagé ce programme voilà, en plusieurs étapes qui est phase de sensibilisation, comme celle d'aujourd'hui, mais qui, voilà, qui pourra être renouvelée dans différents contextes. Euh, L'expérimentation, donc à travers la mise en place d'accompagnement que Samuel et Solène vont nous présenter sur les typologies d'accompagnement qui sont prévues dans ce programme-là. Et enfin, pouvoir nous les documenter pour pouvoir avancer et avoir une meilleure réponse. Je vais vous passer le relais Samuel et Solène pour expliquer justement quels sont les accompagnements et on reviendra après sur le process en fait, le processus pour mettre en œuvre, pour actionner et solliciter OTH pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements. Alors, bah, du coup, la première proposition d'accompagnement, c'est notamment un atelier qui s'appelle l'atelier Inclusion Surdité. Et en fait, cet atelier, il est là pour vous aider à poser de manière à très court terme les bonnes bases d'inclusion quand vous recrutez un salarié qui est malentendant ou que quelqu'un devient malentendant de manière brusque. Hein, donc, comment ça va se passer pour organiser les situations de communication à court terme? On prépare l'atelier avec vous en amont et notamment pour que cet atelier soit adapté à ce que vous vivez au quotidien. Hein. Et donc, on le prépare avec le management et avec le salarié concerné pour trouver des stratégies à mettre en place à court terme. On intervient en présentiel. Et le but du jeu, bah, c'est de lever les tabous, c'est de comprendre les enjeux de communication et c'est surtout de repartir avec des modes d'emploi très concrets pour les situations qui posent des problèmes et que ce soit applicable immédiatement. C'est utile aussi si, il y a des tensions dans l'équipe. Hein. Et l'objectif, ben, c'est de fluidifier les échanges, d'éviter les malentendus, c'est de renforcer la cohésion de l'équipe, notamment avec des conditions de travail qui sont accessibles à tous. Voilà. La prochaine prestation, Solène, je te laisse à présenter l'aménagement du poste de travail. Alors, je pense que pour vous présenter l'aménagement du poste de travail, on va commencer par laisser la parole à Claude, qu'on a eu le plaisir d'accompagner, qui en parlera encore mieux que nous. Donc voilà, on vous diffuse un petit témoignage. Donc, je m'appelle Claude Chapelier, je suis physicien au CEA à la retraite depuis un mois. J'ai 62 ans, bientôt 63. Je faisais de la physique dans un institut de recherche fondamentale. J'ai été atteint de la maladie de Ménière, qui est une maladie qui affecte l'oreille interne, il y a une dizaine d'années à l'oreille gauche. Il y a deux étapes dans la maladie de Ménière. La première étape est une surdité fluctuante, où un jour on entend, un jour on n'entend pas. C'est associé à des vertiges. Et puis quand la deuxième étape arrive, c'est l'audition est mauvaise, on n'a plus de vertige et là il faut s'adapter. Il y a à peu près 2 ans, j'ai été affecté de façon bilatérale, donc l'oreille droite aussi a été abîmée. Quand j'écoute de la musique ou quand j'entends quelqu'un qui me parle, il y a des sons de la voix que j'entends particulièrement mal. J'ai dû surtout renoncer à beaucoup de choses, de plus aller manger avec mes collègues à la cantine, ne plus assister au séminaire, ne plus participer à toutes mes responsabilités qui nécessitaient des réunions d'équipe. Je ne pouvais plus participer à des groupes où les gens prennent la parole, où c'est un peu bruyant. Et puis aussi, je fais de la musique depuis que je suis tout petit. J'ai chanté dans un ensemble vocal pendant plus de 30 ans. J'ai dû arrêter cette activité-là du jour au lendemain, en fait. Le fait de renoncer, on se sent dévalorisé aux yeux des autres parce qu'on fait faux bon aux autres. C'est-à-dire que je ne pouvais plus assumer la tâche. Ah, j'ai une coupure. Que les gens attendaient de moi. Et ça, c'était difficile pour moi d'accepter de plus être à la hauteur des attentes des autres. Tu feras que des choses seul. Donc tu renonces, mais il faut te orienter vers des activités où tu n'as pas besoin des autres. C'est la seule solution. Parce que de toute façon, tout ce qui est en groupe,
c'est plus possible. C'était l'état d'esprit que j'avais, sachant que je pense que c'était un peu illusoire de se penser qu'on pouvait se passer des autres en fait. Mais c'était à ça que je me raccrochais. C'est à cette époque-là que la mission handicap du CEA a proposé un webinaire sur la prise en charge de la malentendance. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de la SCOP, le messageur, et qui avait un slogan qui m'a vraiment séduit, qui dit « On renonce à rien ». Et ce message, ça m'a plu, donc je me suis signalé, et la mission handicap m'a mis en relation avec la SCOP, le messageur, et j'ai pu, à ce moment-là, avoir une adaptation de mon poste de travail. J'ai rencontré Samuel de la SCOP, le messageur, qui m'a interviewé pour savoir quelles étaient les contraintes, mon environnement de travail, quelle était la nature de mon métier, où est-ce que j'avais des difficultés. À partir de là, il a fait un rapport au CEA en disant voilà les aménagements possibles grâce à des prouesses technologiques incroyables. On arrive pratiquement à ne pas être gêné par la surdité. Grâce au micro HF, grâce aux boucles magnétiques, grâce au petit système qui connectait mon téléphone. Donc techniquement, le son était clair. Et puis la deuxième chose qui a fonctionné, c'est qu'il y a eu une formation de mon entourage pour s'adapter, adapter de nouveaux protocoles dans les réunions, faire attention à la façon dont on me parle, la façon dont les gens échangent, pour que je ne sois plus mis à distance en fait et me sente marginalisé, parce que quand les gens parlent en même temps, on ne comprend plus rien. Bon, j'ai pu utiliser mon téléphone sans problème, j'ai pu aller à la cantine avec mes collègues grâce à une petite boucle magnétique et un micro qui isole du son extérieur qui me permettait de communiquer avec mes voisins de table. J'ai pu terminer ma carrière comme j'avais commencé en fait. Et en ce moment, je me plais à penser que je pourrais refaire un peu de musique. La semaine dernière, j'ai été écouter mon premier concert en live, mais j'ai pu discerner beaucoup de choses, j'ai pu avoir du plaisir, j'ai vraiment eu des sensations que je pensais oubliées et définitivement perdues. Et ben non. Et donc je pense que ça va encore progresser, mais pour ça, il ne faut pas renoncer, même à la musique. Donc, je m'appelle Claude Chapelier. Voilà, donc l'idée avec l'aménagement du poste de travail, c'est concrètement de manière très contextualisée, très personnalisée, de pouvoir identifier les solutions problématiques avec la personne concernée par une surdité, avec ses collègues, de tester les solutions possibles et de prendre ces temps de test. Et c'est aussi le sens de cette expérimentation qu'on mène avec l'association ETH, c'est de vraiment pouvoir aussi accompagner des situations où les personnes elles-mêmes accompagnent différentes personnes dans du soin ou autre, et de pouvoir eh bien vraiment finement rendre accessible chaque situation qui pose des difficultés. Donc voilà, l'idée étant que la personne puisse travailler dans de bonnes conditions, gagner en confiance, et que l'équipe petit à petit s'approprie les réflexes de communication qui vont permettre une communication qui soit fluide. Donc on agit à la fois sur des outils, des pratiques et une dynamique collective qui va faire que cette amélioration, elle soit durable, et elle permette aussi de prévenir les risques psychosociaux liés à la surdité. Donc, on va pas forcément prendre le temps de détailler chaque étape, mais l'idée, c'est qu'on intervient avec différents interlocuteurs, donc la personne sourde, son entourage professionnel, l'employeur, le service de santé au travail, les collègues, et tout ça à différentes étapes qui vont se dérouler soit en distanciel, soit sur le lieu de travail. Donc c'est un accompagnement qui s'étale sur plusieurs mois et qui permet un changement assez profond. Je passe la parole à Samuel pour la présentation de la troisième modalité d'accompagnement, qui est le coaching. Voilà, donc on vous propose aussi du coaching. Avec Solène, on est formé au coaching individuel et collectif. Et donc, en fait, bah, il se peut que parfois l'accessibilité, elle se mette en place, qu'il y ait de l'accompagnement, mais que les difficultés persistent quand même. Et en fait, en lien avec des barrières qu'on peut se mettre soi-même, hein, et ça peut créer encore des tensions, de l'isolement,
de la fatigue relationnelle, etc. Et donc, pour pouvoir travailler ces barrières-là, le coaching, ça peut être un levier puissant. Et donc, c'est un accompagnement qui peut se faire de manière individuelle, en visio, et qui permet à la personne concernée de dépasser ses blocages et notamment de mieux exprimer ses besoins et surtout de retrouver du pouvoir d'agir dans son environnement professionnel. Voilà, et donc pour que la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on commence par un échange de cadrage avec la personne concernée et son employeur, et puis on peut proposer jusqu'à 10 séances personnalisées avec des bilans réguliers qui sont partagés avec l'employeur, et notamment bah, l'objectif, hein, c'est de réussir à restaurer une dynamique positive et durable autour de la surdité et du travail. Solène, je te passe la parole pour les témoignages. Alors, quelques témoignages, et ça va répondre à une des questions qui a été posée dans le Q&R de Zoom. C'est Loïc qui nous dit, on a réussi à faire passer le son des sonnettes, des téléphones, des microphones en réunion dans ces aides auditives. C'est top pour les réunions de service. J'ai d'autres collègues qui sont malentendantes. J'espère que ça les inspirera. Et je Et voulais je voulais juste juste compléter parce que tout à l'heure, j'ai vu une question autour du est-ce qu'il existe des DECT amplifiés? Eh ben, Loïc, qui est soignant, c'était de transmettre les sons de son DECT directement dans les aides auditives. Voilà ce qui lui a changé la vie. Je te laisse poursuivre, Solène. Alors ensuite, on a Nathalie qui nous dit, c'est vrai que je n'osais pas dire, que je n'avais pas entendu, que je n'osais pas faire répéter, mais c'est fini, c'est derrière moi. Donc elle a dit ça devant ses collègues pendant l'atelier. Et ensuite, on a le témoignage d'Anosha, qui, elle, communique en langue des signes. Il y a un avant et un après. Ça a libéré les parents qui communiquent plus facilement lors des transmissions. Elle travaille en crèche, je ne l'ai pas précisé. De plus en plus de parents me disent bonjour en langue des signes, ils sont plus attentifs et plus présents dans la communication. Donc voilà, on a trois témoignages avec trois situations tout à fait différentes des effets qu'ont permis ces accompagnements. Je repasse la parole à Marie. Il y a eu plusieurs questions, justement, j'étais en train d'y répondre dans le QR qui concernait le programme, comment pouvoir en bénéficier, etc., etc. Donc, les conditions requises, c'est assez simple, hein. Bon, bah, il faut être salarié du secteur en situation de handicap donc salarié du secteur, être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc selon la loi de 2005 ou en cours de reconnaissance, et être en situation d'accompagnement d'un public. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, sinon, vous pouvez prétendre à une aide qui est existante de OTH, qui est la PAC, prestation d'accompagnement. Mais là, ce qu'on va venir chercher dans cette expérimentation, c'est comment accompagner les personnes qui sont dans des situations d'accompagnement dans leur cadre professionnel, je sais pas moi, un éducateur spécialisé, moniteur éducateur, infirmier, etc. Qui fait qu'on a besoin aussi d'accompagner pas seulement les collègues de travail, mais accompagner des bénéficiaires, leurs familles ou les institutions, en fait, pour pouvoir favoriser la mise en accessibilité au regard de la situation. Donc, cette expérimentation, ça, c'est son cadre. Donc, les conditions, c'est être salarié. Il y a eu une question sur est-ce que les personnes qui sont en volontariat service civique fonctionnent? C'est oui. Elles sont éligibles, en fait, aux aides au ETH, donc pourra bénéficier de l'expérimentation. Pour l'accès, donc, je vais vous mettre le lien du formulaire, mais il sera redonné avec l'envoi. C'est qu'il y a seul l'employeur qui peut faire la demande auprès de l'association OTH depuis le formulaire que je viens de vous mettre dans le chat et qui vous sera envoyé avec la présentation et qui est disponible sur le site internet OETH. Néanmoins, si nous avons des salariés ou des partenaires qui se questionnent parce qu'ils peuvent être concernés, mais qui peuvent pas être à l'origine d'une demande auprès de l'OETH, il est possible de solliciter Insufflo directement, donc Samuel et Solène, à bonjour@insufflo.fr. Vous vous ferez un plaisir de répondre et de faire les liens éventuellement avec les employeurs pour qu'eux puissent actionner après
le dispositif. Mais ce dispositif est 100% pris en charge par OTH. Donc, en effet, il n'y a que les employeurs qui relèvent de l'accord OTH qui peuvent le mobiliser depuis le formulaire. Donc, le formulaire, c'est assez simple, hein. Il nous faut les informations de contact, il nous faut les informations concernant le salarié et quelques informations sur son activité. Et une fois vérifié, une fois reçu, on va vous demander en fait, pour vérifier que ce salarié relève bien de l'accord OTH, une copie d'un bulletin de salaire de moins de 3 mois et la copie de la reconnaissance, donc de la RQTH ou de la demande de reconnaissance en cours de RQTH. Donc on n'a pas besoin de l'avoir obtenu, mais au moins d'avoir fait déjà cette démarche au préalable permet de pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est les conditions requises. Et une fois que bah, nous, au OTH, on a vérifié l'éligibilité, il y a une mise en relation qui est faite avec Samuel et Solène, où là, vous allez faire une première analyse pour pouvoir définir finalement quel est le parcours le plus cohérent au regard du besoin, de la situation. Et ça va être du sur-mesure derrière par rapport aux trois, finalement, aux trois prestations que vous avez présentées. Donc ça, c'est pour les conditions du programme. Donc c'est un programme de 1 an, c'est une démarche simplifiée. Si vraiment la personne ne répond pas aux critères d'éligibilité parce qu'elle n'est pas dans une situation d'accompagnement, pas d'inquiétude. On a toujours le dispositif prestation d'accompagnement PAC qui est éligible depuis l'espace en ligne OTH et donc il peut être mobilisé et sollicité. La seule chose, c'est que ce sera un peu moins, comment? C'est pas nous qui orientons vers un prestataire ou pas un prestataire. Vous avez le choix de l'intervenant pour cet accompagnement-là. Et il y aura un peu plus de pièces justificatives qui seront demandées. Et le processus, voilà, ne demandera de passer en commission chez nous. Alors que là, dans le cadre de l'expérimentation, dans la mesure où nous, on veut vraiment derrière pouvoir avoir une production qui nous permette de mieux connaître les besoins du secteur et de savoir comment y répondre, on a simplifié donc toutes les démarches. Je ne sais pas s'il y a eu des questions qui ont été posées dans le QR concernant. Je vois qu'il y a quelques questions. On va essayer d'en répondre. Alors, je ne sais plus, Samuel et Solène, si vous voulez compléter. Sinon, on peut passer à un petit Oui, temps de questions-réponses. il y a des questions sur l'expérimentation. Est-ce qu'elle se fait au niveau national ou en région? Ah, donc, elle se fait au niveau national. On intervient. Nous, avec Solène, on est basé à Rennes, mais on se déplace partout dans la France. Voilà. Et donc, on peut, la, la sensibilisation qui est faite aujourd'hui, effectivement, c'est un peu frustrant parce qu'on n'a qu'une heure, donc on ne peut pas tout aborder et que on vous propose de sensibiliser, de refaire des sensibilisations au sein de vos organismes pour que ce soit plus important. Je vois qu'il y a une question. La sécurité sociale peut-elle solliciter la prestation OTH? Sécurité sociale peut solliciter OTH pour avoir des informations sur le programme. Néanmoins, pour solliciter la prestation, il faut absolument que l'employeur soit engagé puisque on ne va pas accompagner que le salarié, mais on va accompagner l'employeur et tout le collectif en fait autour. Et donc, seul l'employeur, on va dire, va pouvoir initier. Après, que vous soyez sécurité sociale, que vous soyez Cap emploi, que vous soyez médecine du travail, que vous soyez référent handicap, que vous soyez représentant du personnel, etc., n'hésitez pas à contacter, je dis ça, mais, mais bonjour at insufflo.fr, parce que c'est l'objectif de pouvoir centraliser et de renseigner avant même de faire une demande. Je Non, vois qu'il est 11 heures. Vous avez les coordonnées, hein. Donc, côté OTH, c'est Christine Cavino qui est chef de projet qui suivra l'éligibilité en fait, des demandes et fera l'interface donc, avec Samuel et Solène. Voilà. On a eu des questions. Travaillez-vous avec les Cap Emploi? Oui, bien sûr. Euh, Allez, on se réserve encore une petite question peut-être. il y Il y avait avait deux une question qui était un questions. peu technique tout à l'heure, donc on y répond Ouais. peut-être plutôt à l'écrit. Euh, hop, oui, les autres questions sont peut-être un peu plus longues en fait à y répondre. Pouvez-vous nous parler de la LFPC, mais on va peut-être faire une réponse plutôt écrite, pareil pour le système, les systèmes cross et bicross. Donc de toute façon, avec la FAQ, tout le monde pourra recevoir tout le monde pourra recevoir les réponses aux questions qui ont été posées. Donc, merci à toutes et à tous, à Samuel, Solène pour votre intervention et atelier.
Nous avons été heureux de vous présenter cette petite sensibilisation, en effet, qui était une rapide sensibilisation, parce que l'objectif, c'était aussi de vous parler de ce programme. Donc, n'hésitez pas à diffuser, à communiquer autour de ce programme. On se fera un plaisir de pouvoir accompagner un maximum de situations. Et puis de vous en faire part justement des résultats notamment et du bilan qui aura pu être fait au bout d'un an. Et donc, pour rappel, ce webinaire sera disponible donc en replay à la fois sur le site internet OETH dans l'espace centre de ressources. Et pour toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire, il vous sera également envoyé par mail, donc avec le support FAQ. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Voilà. Et merci à OETH.